Ha, yeah, yeah. Yippee, yo, j'ai de la place en masse dans mon jacuzzi. Voulez-vous venir dans mon jacuzzi? J'ai de la place en masse dans mon jacuzzi. Voulez-vous venir dans mon jacuzzi? Bienvenue sur Téléfit, notre télé des francophonies de l'innovation touristique, spécialement adaptée pour cette période de confinement, cette période de Covid-19. Alors tout d'abord, un petit mot sur les francophonies de l'innovation touristique. C'est une association qui a été créée voici 8 ans maintenant autour d'un événement qui s'appelle les francophonies de l'innovation touristique, et que nous avons avec Paul Arsenault, qui est aujourd'hui avec nous, de coprésider, et qui a pour objectif de rassembler des experts ou des personnes intéressées au tourisme de tous les pays de la francophonie, avec un souci commun d'innovation et de faire évoluer aussi le tourisme dans lequel nous vivons. Donc nous nous sommes dit dans l'association, on serait intéressant de regarder un peu ce qui se passe dans tous les pays de la francophonie, de regarder comment on vit cette situation, comment le tourisme vit cette situation, comment ça va se passer en 2020 et puis qu'est-ce qu'on peut imaginer pour la suite. Puis on s'est de suite dit, en fait, on risque de changer d'avis très rapidement et de façon permanente. C'est pour ça qu'on a décidé alors ça commence aujourd'hui, mais pendant le temps qui sera nécessaire, de tous les mardis, à 16h heure France, 10h heure Montréal, 18h heure La Réunion, de pouvoir être avec vous avec différents intervenants de la francophonie, à la fois raconter la francophonie pendant le Covid-19, mais également donner des avis, des opinions, des hypothèses de sortie de crise et puis des conseils. Voilà l'objectif, on est ensemble, nous sommes ensemble pour 30 à 40 minutes, le temps de faire un tour de piste. Et donc, je remercie aujourd'hui François Perrois, qui est à Bassus-Sari au Pays Basque, Blaise Darpin, qui est en Suisse, Laurence Dokir, qui se trouve en Wallonie, et Paul Arsenault à Montréal, d'être avec nous. Et on va commencer à faire un petit tour de table de présentation et d'humeur et d'explication du fond d'écran qui est derrière. Paul, je te laisse la parole. Bonjour. Écoutez, bonjour à tous. Merci Jean-Luc. Ce que vous voyez derrière moi sont des images de Montréal complètement vidées. On n'a jamais connu d'équivalent. Vous savez, ici au Québec, on n'a pas connu les guerres. On est allé peut-être les faire sur le territoire européen, mais on a un très faible historique de phénomènes naturels sanitaires d'envergure. Donc, ça a pris un peu tout le monde par surprise, la population québécoise. Et je fais le petit clin d'œil ici. Les données de Google qui regardent la distanciation sociale indiquent que c'est au Québec, partout en Amérique du Nord, que les consignes de confinement ont été les mieux respectées. Donc, ça fait un Montréal, comme on le voit derrière moi, donc complètement vide, presque post-apocalyptique. Et c'est un peu comme ça, je sens les organisations touristiques, les associations touristiques dans une grande incertitude. On aimerait bien, généralement, avec les crises, avoir des réponses, avoir un horizon temporel connu. On voudrait savoir chacune des étapes. Et la seule chose qu'on découvre jour après jour, c'est qu'on s'enfonce dans cette crise-là. Et l'idée de la relance qui arrivera nécessairement, on ne la connaît pas. L'autre élément qui est considéré ici, c'est le fait que ce qu'on connaît généralement, c'est une crise dans un endroit mis à mal avec, pensons à des guerres, pensons à des attentats terroristes, mais généralement, le reste de la planète va très bien. Là, on est dans une situation où nous sommes actuellement peut-être 3 ou 4 milliards d'individus confinés. Et quand la crise sera terminée, ça aura été mal partout. Et donc, c'est aussi cet élément-là qui est absolument difficile à jauger et à comprendre à cette étape-ci. Et déjà, un conseil, je sais qu'on en aura d'autres, mais ça ne sert à rien de faire des plans dès maintenant puisqu'on n'a aucune idée de quoi sera fait le lendemain et le surlendemain. Dans le cas du Québec également, il y a un enjeu très important puisqu'on ne partage qu'une seule frontière, le Canada, avec les États-Unis. Elle est fermée officiellement seulement pour les services essentiels. On apprenait dans les derniers jours que le président Trump avait exigé de la compagnie américaine 3M qu'elle ne donne plus de
masques, donc interdit l'entrée au Canada de ces masques-là. Donc, vous imaginez, les frontières sont officiellement fermées aux voyages internationaux jusqu'au 30 juin. Donc, avant même d'imaginer la fin d'un confinement ici, on sait que nos enjeux de frontières et de retour de visiteurs internationaux risquent d'être très longs. Et l'autre problème qu'on a spécifiquement ici au Québec et au Canada, c'est que les Américains sont les derniers à avoir agi et sont devenus le terrain infectieux le plus important. Donc, l'activité américaine va être beaucoup plus lente, incluant l'activité touristique, à reprendre. Et comme 50% des arrivées internationales du Canada sont américaines, l'impact va être encore beaucoup plus long ici au Québec et dans les grandes villes de Montréal et de Québec. Alors, Laurence, on se retrouve en Wallonie. Derrière toi, qu'est-ce qu'on peut voir? Laurence Dokir, donc, qui est coprésidente d'un Tour d'Avance, hein, consultant en tourisme. Bonjour à tout le monde. Alors, vous voyez derrière moi, c'est Namur, c'est ma ville immobile. Effectivement, comme à Québec, on découvre nos régions sans habitants, sans activité. Nous sommes à l'arrêt puisque toutes les activités non essentielles sont fermées. Donc déjà maintenant, depuis presque 3 semaines, plus de commerce, plus de restaurants, plus tout ce qui est hébergement touristique est fermé. Seules vraiment les activités de fourniture de vivres, les services publics sont encore, et les services sanitaires évidemment, sont encore en marche. Comme ailleurs, on est dans l'incertitude et on attend. Effectivement, j'aime bien cette image parce que il n'y a plus rien qui bouge et on est tous en attente de savoir jusqu'à quand on va être confiné, parce que là, jusqu'à présent, l'information, c'est jusqu'au 19 avril. Notre première ministre est intervenue sur les télévisions belges il y a quelques jours pour aborder cette crise, ce qui est très rare chez nous. La première ministre prend rarement la parole. Et ici, elle nous a déjà annoncé qu'on risquait d'être prolongé jusqu'au 3 mai. Et donc voilà, on subit comme tout le monde, avec aussi les caractéristiques de la Belgique, c'est-à-dire qu'on est dans un système politique très complexe. On a quand même 7 ministres de la Santé en Belgique pour 11 millions d'habitants, donc vous imaginez un peu. Donc forcément, des mesures qui ont été compliquées à prendre au départ, et on a vu un État fédéral qui a repris la main sur cette crise. Donc là aussi, c'est un événement politique majeur. Autre événement politique majeur, c'est qu'on était depuis 500 jours sans gouvernement. On a enfin un gouvernement, certes temporaire, mais il est là. Et donc, on voit effectivement que cette situation a un certain nombre d'effets chez nous en matière politique, mais aussi on se retrouve coincé entre nous. On a beaucoup de frontières avec beaucoup de monde et on se retrouve entre des pays qui ont des politiques différentes. Puisqu'on a à peu près la même politique, la même gestion de crise qu'en France avec le confinement. Par contre, les Pays-Bas qui sont au nord de la Belgique ont mis du temps à agir de la même manière. Et donc, au début du confinement, on voyait des Belges qui partaient aux Pays-Bas pour consommer et des Hollandais qui venaient en Belgique pour des activités touristiques. Donc, on a effectivement aussi, je crois que chaque situation est particulière en fonction des voisins et en fonction de la gestion qu'ils ont prise. Mes collègues français pourront en parler. On a également une Commission européenne assez absente, également assez muette, je trouve, pour l'instant. Et donc, en Europe, c'est plutôt une gestion nationale qu'une gestion commune. Merci Laurence. Alors on va continuer mon tour d'écran. Blaise, dans le Valais, où tu es enseignant à la Haute École de Suisse occidentale. Donc, dans le Valais, en Suisse, comment ça se passe? Là, on a une situation qui est relativement similaire aux autres pays. On a chez nous ce qu'on appelle maintenant un état de situation extraordinaire. On n'est pas confiné, mais on n'a plus beaucoup d'activités. On n'a plus d'activité économique, on a des restrictions de déplacement, etc. On a des acteurs touristiques, on va dire, qui sont dans de très grandes incertitudes. J'aimais bien ce que disait Paul avant. Finalement, un des grands enjeux, c'est cette gestion de l'incertitude. Et puis, on a
une particularité chez nous en Suisse, qu'on retrouve certainement en Belgique, mais c'est le côté aussi multiculturel du pays, où on a de plus en plus, on voit la partie francophone qui aimerait a priori, on va dire, stabiliser cette situation, ou du moins pas prendre excessivement de risques. On a la partie germanophone du pays qui serait pour une relance beaucoup plus rapide des activités économiques. Et on a la partie italophone du pays qui a été extrêmement touchée. Donc c'est une partie qui a des frontières avec l'Italie. Et bien entendu, la Suisse est un pays où il y a beaucoup d'exportations, où on a besoin d'énormément de frontaliers aussi, dans le domaine sanitaire notamment. Donc il y a eu beaucoup d'échanges. On a une situation aussi similaire à ce qu'a dit Laurence, dans le sens où on est un pays fédéral, mais grâce à cette situation extraordinaire, on a le gouvernement fédéral qui a repris du pouvoir, qui a gagné beaucoup plus de compétences dans cette situation, et c'est lui qui gère la crise. Alors du coup, le dessin derrière, c'est un dessin d'un humoriste suisse, c'est le gel des activités. Exactement, donc c'est un dessin d'un brillant caricaturiste suisse qui s'appelle Patrick Chapat, que vous pouvez voir, je crois, dans le Canard enchaîné en France, dans Der Spiegel en Allemagne, dans le Temps en Suisse, et à l'époque dans New York Times, mais je crois qu'il n'y est plus. Et je trouvais cette image assez sympathique. Alors, il y a le côté gel des activités économiques, effectivement, mais il y a aussi cette espèce de bulle de protection autour de la Terre. Et ça fait effectivement référence, on a toutes et tous vu ces images, notamment prises par la NASA, de la qualité de l'air en Chine. On a vu aussi énormément de fake news et assez rigolotes sur le retour de la biodiversité dans un certain nombre de lieux. Mais voilà, je trouvais que cette caricature était intéressante pour l'émission. Alors, nous allons aller maintenant voir François au Pays Basque. François, Émotiotourisme, consultant en tourisme et cofondateur des Agitateurs. Alors, François, on va rapidement aller sur la situation et puis peut-être déjà évoquer l'impact sur le tourisme dans l'Hexagone. Oui, bonjour à tous. Écoutez, juste un point peut-être sur mon bureau, parce que nos amis ont des décors formidables. Moi, je suis dans mon bureau et c'est là où je passe comme l'immense majorité des gens près d'un endroit où je travaille des heures et des heures. Et derrière, vous voyez mon casque bleu fétiche. Ce casque bleu fétiche, il dit quoi? Il dit qu'en fait, il n'y a jamais eu probablement de situation aussi internationale, aussi partagée à l'échelle mondiale. Et que moi, mon sentiment, c'est que la réponse sera mondiale. Elle n'est pas forcément cloisonnée, même si aujourd'hui, on a fermé les frontières, on s'est replié, on est en autarcie, et que le sujet qui nous intéresse, pour revenir à ta question, Jean-Luc, c'est évidemment celui du tourisme, mais aussi des frontières. Moi, j'ai la chance de vivre dans un petit pays au sud-ouest de la France, et je vais vous parler juste un petit peu de cette situation géographique, parce que nous sommes mitoyens de l'Espagne, et il n'a échappé à personne que les trois pays les plus touchés immédiatement, avant que l'ensemble de l'Europe soit touché, et puis le reste du monde après la Chine, évidemment, ça a été les pays latins, l'Italie, l'Espagne, et puis la France, dans des proportions importantes. Et que ces pays latins sont les trois pays européens qui reçoivent le plus de touristes et qui font partie du top mondial des pays, des destinations touristiques mondiales. Et ce sont des pays latins dans lesquels on a peut-être aussi des coutumes d'accueil, de réception tactile et de parole aussi faciles, proches des gens. Et je pense que le tourisme aussi est directement affecté par nos cultures relationnelles, de vie aussi en plein air, et que les considérations touristiques du moment et à venir sont aussi à mettre à l'aune de nos cultures respectives. Après, comment on vit la situation? Comme l'ensemble des confrères, on ne va pas redire tout ce qui se dit à l'échelle de notre pays, c'est globalement similaire en France et ailleurs. Quelles interrogations sur le tourisme aujourd'hui? C'est un peu comme une voiture qui a un stop and go. On avance un peu, et puis ça s'arrête au feu rouge, et puis ça repart, et puis ça s'arrête. Et on a un peu le sentiment, en tout cas moi c'est le sentiment que j'ai, que le tourisme, comme les loisirs, comme l'économie en général, sont directement et seront directement liés aux avancées de la science, de la médecine, et puis aussi au recul de la pandémie, avec possiblement des stop and go
et des moments de grandes interrogations. En fait, on est dans un mouvement qui est extrêmement secondaire, hein, celui du tourisme. C'est très difficile de dire ça. Et je le dis en pensant à mes amis et clients gestionnaires d'entreprises touristiques ou de destinations touristiques. Mais c'est vrai que le front, il est occupé par évidemment tous les personnels de santé, mais aussi par la logistique de sécurité et d'approvisionnement alimentaire. Ne l'oublions pas. On entre dans cet hémisphère nord dans une période de collecte des cultures, avec toutes les incidences liées au fait que beaucoup de gens ne peuvent pas travailler. Et c'est vrai que le télétravail s'applique assez peu aux activités réceptives de touristes, comme on fait du télétravail dans une entreprise touristique, et également assez peu dans les activités agricoles. Donc on voit bien que la Terre a pivoté et de manière radicale, et elle va possiblement évoluer dans une démarche de stop and go qui va nous impacter tous et qui est, à mon avis, un peu la marque de fabrique du secteur du tourisme et des loisirs à venir. Alors du coup, ça veut dire peut-être pas de saison 2020. Le secrétaire d'État au transport en France, ce matin, a incité les Français à ne surtout pas réserver pour les grandes vacances, parce qu'on ne sait pas l'heure de penser aux vacances. On ne sait pas quand est-ce que ça va s'arrêter. Donc quand on a quand même un secrétaire d'État qui dit ça, j'ai senti moi-même dans les réunions de crise régionales qu'on a chaque semaine, un infléchissement cette semaine en disant mais peut-être que 2020 sera une saison blanche. Votre avis partagé au Québec ou en Belgique, Paul? Ben, on est forcé, c'est-à-dire, d'une part, les grands festivals montréalais sont annulés. Francophonie, Juste pour rire, qui est reporté à l'automne, théoriquement, le grand festival de jazz de Montréal. Il y a plusieurs grands hôtels de Montréal qui sont fermés jusqu'en juillet. Donc, il est absolument impossible d'imaginer qu'il y aura une saison touristique potable. Et imaginons qu'il y a une saison touristique au 1er juillet, supposons que le confinement est relativement terminé. Imaginons un instant que les frontières rouvrent doucement. Quelles sont des organisations, quels sont des festivals, quels sont des attraits qui seront capables d'être en opération? Il y aura nécessairement, comme tu viens de le dire, un décalage entre les réservations qui n'auront pas été faites. Il est fort probable que la frontière rouvre en juin avec donc les États-Unis, mais qu'en sera-t-il de l'Europe et de l'Asie? Et quel sera l'intérêt d'un visiteur étranger, et quelle que soit la destination, aller dans une destination qui va être un immense gruyère, c'est-à-dire on n'aura pas un fromage complet, on va avoir un fromage troué. Et peut-être qu'on ferait mieux, effectivement, d'imaginer, déjà entrevoir qu'il n'y aura pas de saison touristique et réfléchir par la suite à des scénarios de qu'est-ce qu'on fait quand il n'y a pas de saison touristique, plutôt que d'imaginer ou d'espérer ou de rêver de façon utopique, de se poser la question quand est-ce que la saison débutera, quand est-ce que la saison débutera. Changeons la perspective et tant mieux s'il y a une possibilité de faire quoi que ce soit. Mais au moment où on se parle, moi, j'entrevois très difficilement une saison touristique dans la mesure où est-ce que les mobilités sont permises? Est-ce que les gens auront confiance dans la mobilité? Est-ce que les gens, nous, vous savez, au Québec, on adore les festivals et les grands événements, les rassemblements de 100 000 personnes. Est-ce que les gens, après tout ce confinement-là, seront capables, n'auront pas développé des réflexes de distanciation? C'est une question à se poser. Peut-être que dans un an, tout sera oublié, mais actuellement, je pense, moi, ma perspective est d'imaginer qu'il n'y aura pas de saison touristique estivale 2020. Votre avis partagé, Blaise ou Laurence? Je t'ai coupé la parole, Laurence, j'y vais. Avis partiellement partagé, oui, je pense qu'il y a quand même aussi, on vient de faire une enquête de notre côté pour voir un petit peu la situation en Suisse, et c'est vrai qu'on a des situations qui sont relativement dramatiques. Hein, pour mars, avril, mai, on a une estimation de la part de la branche touristique d'une perte à hauteur de quasiment 7 milliards de francs suisses. On oublie aussi que, enfin, dans notre cas en Suisse, on a particulièrement les hôtels de ville et tout ce qui a trait au congrès, le MICE Tourism, etc. Donc là, il n'y a plus aucune activité et notamment pendant la période printanière, c'est un grand catalyseur d'activité. Et ça, je pense que
effectivement, la situation est extrêmement compliquée, il faut mal comment cela redémarrera. Puis une chose qui m'a l'air aussi essentielle, c'est qu'il ne faut pas oublier qu'il y a toute une série de petites ou de très petites entreprises touristiques qui vont mourir. Et qu'en sera-t-il de la chaîne de prestations touristiques? Et là où je rejoins un petit peu ce que disait Paul, peut-être qu'il va falloir pendant un certain temps prendre le temps de se poser afin de pouvoir un peu reconfigurer cette chaîne de prestations et un petit peu cet écosystème oui, local du tourisme. Parce que assurément, il y a toute une série de prestataires qui ne survivront malheureusement pas. Alors, du coup, saison 2020 qui serait blanche, on reparlera tout à l'heure de comment on fait pour faire une saison sans tourisme. Mais Laurence, est-ce que tu as l'impression que les professionnels du tourisme aujourd'hui en Belgique, plus particulièrement en Wallonie, commencent à se dire on n'aura pas de saison touristique ou est-ce qu'ils y croient encore? Ils y croient encore. Ils y croient. Là, les derniers jours, j'ai eu l'occasion de m'entretenir avec différents types de prestataires touristiques, d'entreprises. Et le constat, c'est comme on parle du 19 avril chez nous, on voit qu'effectivement tout s'annule jusque le 30 juin, mais ils ont l'impression que le 1er juillet, tout va pouvoir redémarrer. D'autant plus que notre clientèle est principalement nationale. Et donc, ils imaginent qu'assez rapidement, les Belges vont pouvoir recirculer, reconsommer. Et on sent vraiment qu'il y a un sentiment que tout va redémarrer le 1er juillet. Moi, je suis assez sceptique sur cette impression. Je pense qu'effectivement, il va falloir prendre du temps. Je pense qu'effectivement, on va tous sortir avec des besoins et des attentes très différentes de cette crise. Je suis d'accord avec Paul. Est-ce qu'on aura envie d'aller dans des foules? Je crois que le soir, on a peut-être envie de rentrer chez soi après une activité. Est-ce qu'on aura envie d'aller loger plusieurs jours ailleurs? On aura peut-être besoin de sécurité, de revenir chez soi, de sentir qu'on est là et que s'il se passe à nouveau quelque chose, on est à nouveau chez soi. Voilà, moi je pense que malheureusement chez nous en Wallonie, les opérateurs y croient encore et sont en train de travailler au développement d'une offre qui est identique à ce qu'ils faisaient avant le Covid, avant le confinement. Et donc, on est en train de réfléchir, certains opérateurs, à augmenter, à être dans le quantitatif plutôt qu'une réflexion sur comment réimaginer l'offre touristique en Wallonie, comment effectivement rassurer le client, comment proposer d'autres choses, plutôt que de se dire on avait 3 circuits de balade ou X visites guidées, où on avait une exposition, on va en monter une deuxième pour pouvoir capter plus de gens, gérer autrement les flux. Et il manque vraiment un questionnement important de la part des opérateurs à ce stade-ci. Et je pense que c'est le fait aussi qu'on manque beaucoup d'informations sur les échéances et qu'on ne sache pas du tout ce vers quoi on va. C'est se dire quelles sont les différentes possibilités au sein de mon entreprise et au sein de l'activité touristique en Wallonie, quels sont les différents scénarios. Et je pense qu'il faudrait pouvoir les préparer et imaginer effectivement si en juillet on peut se déplacer un peu, on peut proposer aux touristes, à nos clients, qui sont locaux en Wallonie, un petit pays, donc forcément on consomme l'hyper local. Mais comment est-ce qu'on va pouvoir réaccueillir les gens avec une notion aussi de sécurité, de réassurance, de séduction? Pardon? Et de gruyère, comme disait Paul, c'est-à-dire avec des choses ouvertes et d'autres choses fermées. Voilà, c'est ça aussi. Là, j'avais l'occasion de m'entretenir avec un site qui est un ancien site minier. Là, la visite, elle est typiquement dans le genre de choses qu'on n'aura pas forcément envie de vivre en sortant. C'est-à-dire qu'on va être dans un endroit sombre. La notion de confinement, elle va être dans l'expérience touristique. Mais comment est-ce qu'on peut, quand on a un site comme celui-là, ou même quand on est dans des musées, est-ce qu'on aura envie d'aller s'enfermer dans un musée? Et repenser aujourd'hui son expérience et effectivement, comme le disait Blaise, comment est-ce qu'on peut à terme reproposer une chaîne touristique en Wallonie où il y aura des choses qualitatives, il faudra accepter que parfois certaines activités ne réouvriront pas avant plusieurs mois, mais que d'autres viendront proposer d'autres choses. Et donc, je pense que les OGD ont un rôle important aussi aujourd'hui à accompagner les opérateurs et à repenser l'offre touristique de leur territoire. Mais bien entendu, ça va prendre du temps et il va falloir effectivement aussi écouter les gens. Et là, je pense qu'on
on n'y est pas encore, où on est plutôt en train de repenser son offre en fonction de ce qu'on a et on ne se pose pas toute une série de questions. Moi, je m'interroge quand j'entends un territoire qui me dit qu'il va développer des offres famille. Une famille qui a été confinée 6 semaines dans un appartement de 30 mètres carrés avec 3 gamins aura envie d'encore faire une activité avec ces 3 gamins en sortant. Je ne suis pas sûre. Je pense que peut-être que les parents auront envie d'aller de leur côté, de mettre leurs gamins d'un autre côté. Je pense que les ados, je pense à mon associé Denis Genevois, je pense qu'à la sortie du confinement, ils seraient très contents de faire autre chose sans ces 2 adolescents. Donc voilà, il faut effectivement prendre en compte ces nouvelles demandes qui vont émerger suite au confinement et de se préparer à ça aussi. Donc, je reviens, je fais un tour du côté des commentaires Facebook qui sont très nombreux, puisqu'il y a près de 400 personnes qui suivent, où il y a beaucoup qui disent on va quand même, OK, saison blanche, mais s'il y a une sortie, il faut qu'on mette tous sur la proximité, et ça rejoint ce que vous disiez, sur le fait que des gens auront envie de sortir. Alors, il y a par exemple Jean-Christophe qui a posté un article qui dit que les sites touristiques en Chine sont pris d'assaut à la sortie du confinement. Est-ce qu'on aura cette même envie en France? Quelle sera l'envie d'explosion quand on va sortir du confinement? Et François, un avis là-dessus? Oui. Je crois qu'il faut qu'on apprenne à accepter l'inconnu, accepter l'incertitude la plus complète et se dire aussi que la crise peut bouleverser les choses, mais en même temps, on n'en est pas certain du tout. On n'est pas certain d'être suffisamment solide pour remettre en question notre manière de voir les choses. Moi, je vais juste parler avec un sentiment, parce que je trouve que nos points de vue, on devrait pouvoir éclairer nos amis au regard de nos métiers, mais c'est extrêmement difficile, je trouve. C'est presque très présomptueux de dire ça va se passer comme ça, etc. Moi, de mon point de vue, il me semble qu'on va avoir besoin de lumière. On va avoir besoin de lumière et on va avoir besoin de plein air. Et quand je dis ça, c'est parce que derrière, je reviens à mon casque des Nations Unies, là, parce que derrière, c'est un choc post-traumatique pour les gens qui sont au front en matière de soins, pour leurs familles, pour les gens qui ont une perte sèche économique monumentale, des gens qui sont au chômage, mais qui vont perdre leur emploi. On parle des entreprises touristiques, mais beaucoup ont des pertes sèches aujourd'hui et qui vont peut-être durer, peut-être se rétablir en partie avec des marchés de proximité, de la relation locale et puis des clients fidèles, mais quand on n'en sait strictement rien. Et moi, je me dis que notre comportement sera probablement un comportement de personnes cherchant tout simplement à prendre un peu l'air, à s'aérer, à retrouver des marques d'essence, toucher, voir, sentir, toutes choses que finalement on met un peu entre parenthèses aujourd'hui. Donc il me semble qu'on peut revenir à des fonctions très sociales, très primaires, très simplement, mais en écartant presque la dimension consumériste. Moi, c'est un peu mon ressenti, mais ce n'est qu'un ressenti d'un citoyen, hein, simplement. Je le sens un petit peu comme ça, à titre personnel et en discutant avec ma famille, mes amis de proximité. Est-ce que c'est un sentiment partagé, Paul, par exemple? Oui, je suis d'accord avec toi, François. Mais il y a 2 éléments, moi, qui me chicotent un peu. Premièrement, quand on dit le retour en Chine, il est monumental, on fait fi d'une réalité qui est possible et qui est même probable, qu'il y ait des 2e et 3e vagues de retour du virus. Et je me demande si nos amis chinois ne sont pas trop enthousiastes trop rapidement. Puisqu'on a connu au Canada le SRAS en 2003, Toronto avait été l'épicentre. Les gens oublient en cours de route qu'il y avait eu une 2e vague, mais le virus avait muté en quelque chose de très faible et donc c'est un banal rhume. Et donc, on a oublié cette possibilité d'une 2e ou 3e vague. Actuellement, on ne peut pas l'exclure. Et l'autre phénomène, c'est que si la crise dure dans le temps, et c'est triste à dire, mais généralement, quand il y a une crise, c'est les petits travailleurs qui tombent au chômage. Hein, c'est les premiers à partir. Dans le cas présent, on aura des chômeurs qui ont l'habitude d'un train de vie extrêmement important. Je pense aux pilotes des compagnies aériennes qui sont mis au chômage, qui généralement... Et pour faire du tourisme, ça prend quoi? Ça prend des économies et ça prend un revenu discrétionnaire ou à tout le moins une capacité de s'endetter.
Quand on regarde tout ce qui se passe ici, les banques qui permettent effectivement de reporter les prêts, les hypothèques et tout, ça soulage les gens actuellement, mais on va avoir des gens à la fin de la crise qui seront dans une position financière, non seulement manque de revenus, mais un endettement qui sera sinon tout aussi important, peut-être de façon encore plus importante. Et ça, il ne faut pas le négliger, c'est-à-dire, c'est pas, si on résume ça tout simplement à la volonté de sortir, c'est évident, la minute où on nous permettra de sortir, je suis convaincu, tout le monde va vouloir sortir. Je pense que les sites de plein air vont être les grands gagnants à la reprise. Mais comme tu le dis, Laurence, il y a quelque chose de beau, c'est-à-dire jamais les familles vont être aussi rapprochées de façon aussi durable, mais peut-être qu'effectivement, on veut tous s'arracher la tête. Et donc, l'idée ne serait pas de tous partir en famille. Donc, l'idée n'est pas de statuer maintenant, saison blanche ou pas, mais il faut être conscient que les scénarios de reprise et de relance seront avec des paramètres complètement différents de ce qu'on connaît d'un point de vue économique, d'un point de vue sociologique, d'un point de vue psychologique, d'un point de vue émotif, etc. Et puis, comme tu dis, Laurence, de s'imaginer que ça va être un retour à la normale avec juste des phases, je pense que, tu le dis, François, il va falloir se poser, arrêter et réfléchir. Et actuellement, ce que je sens le plus, c'est que les gens ne réfléchissent pas. Les gens s'activent, hein, peut-être pour éviter dans une phase de déni, on s'active, on bouge, des comités, jamais on n'aura fait autant de réunions sur Zoom actuellement, mais est-ce qu'on fait réellement quelque chose si ce n'est que brasser de l'air, hein, comme on dit ici au Québec? Je me pose la question. Est-ce que c'est peut-être pas le temps encore de cette réflexion? On le disait tout à l'heure, là, on est quelques-uns autour de cette émission à se dire oui, en effet, il n'y aura sans doute pas ou très peu de saison 2020 et puis derrière, ça va se changer durablement. Mais on sent bien que les professionnels et même les collègues dans les organisations de gestion de la destination voient surtout sur les quelques jours, quelques semaines d'avance, quoi, en fait, en se disant, OK, on a mis au chômage partiel, mais jusqu'à quand? Parce que peut-être que ça va reprendre, etc. Alors, est-ce que on doit commencer à réfléchir maintenant ou bien est-ce qu'il faut attendre un peu? Comment vous sentez ce temps à gérer et quels conseils vous donneriez chacun qu'est-ce qu'il faudrait faire dans les semaines à venir en attendant ce qu'on ne sait pas? François. C'est la question piège, c'est la question terrible parce que j'en sais strictement rien. Moi, ce que je fais, c'est que j'essaie de travailler le plus possible dans un temps long, dans un temps de lecture et forcément le moins touristique possible, le moins économique possible, le plus historique possible. Le plus historique parce que je crois que c'est dans des moments de grande incertitude du passé qu'on relit comment nos prédécesseurs se sont questionnés, interrogés, ont trouvé ou n'ont pas trouvé d'ailleurs, parce que peut-être que les choses se font aussi naturellement, elles arrivent aussi parfois naturellement. Et les solutions, je pense qu'on peut évoquer plein de choses, on peut dessiner, on peut faire des grands plans, on peut utiliser toutes les matrices que l'on veut, et Dieu sait si on est doté d'outils. Mais je crois qu'on n'est pas forcément armé aujourd'hui pour poser, enfin moi il me semble en tous les cas, hein, c'est vraiment un point de vue très, très, très fort, très personnel, je pense qu'on n'est pas armé pour poser aujourd'hui autre chose qu'un regard dans le temps long passé. Et ce temps à venir est un peu inquiétant parce que finalement nous sommes saturés d'informations. On passe énormément de temps à parcourir réseaux, médias, données, etc. Et on en perd un peu le temps de l'introspection, le temps du souffle et le temps de l'innovation aussi, tout simplement lié à « et si on pouvait considérer les choses autrement ?» Moi, ce que je retiens de l'OMT, c'est absolument stupéfiant. Pendant des décennies, l'OMT nous a dit que le tourisme était quelque chose de fantastique, d'absolument essentiel, incontournable, qu'il était d'une très grande résilience, etc. Mais c'était toujours dans une logique de croissance internationale, dont on ne mesurait pas forcément bien tous les effets. Et aujourd'hui, moi, il me semble que si on doit réfléchir avec les mêmes arguments que ceux du passé, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Enfin, moi, je ne vois pas beaucoup d'intérêt à ça. Donc, je pense qu'il faut chercher ailleurs. Moi, en tout cas, je le cherche plutôt dans la
la lecture historique d'autres situations pour essayer de déplacer un peu le regard. Alors, même question à toi, Laurence. Comment réfléchir? Que regarder? Essayer de travailler sur la reprise parce que c'est quand même la demande de ses clients, de ses collègues, etc. Ou bien se dire finalement un monde défini. C'est ce qui se dit aussi dans les commentaires Facebook, de dire voilà, peut-être que, OK, il faut maintenant tirer un trait et puis réfléchir de façon totalement autre. Laurence. Alors, je sais qu'il y a des partisans de dire dès que ça sera fini, on va revenir au même rythme qu'avant, peut-être même plus, l'économie va s'enflammer, ou d'autres vont dire non, on va changer le monde. Moi, je n'en sais rien. Ce que je proposerais, moi, à mes clients et aux personnes que j'accompagne, c'est de prendre le temps. Et je suis vraiment dans le même état d'esprit que François. Lui va lire des livres d'histoire. Moi, j'aime écouter les gens et j'aime entendre tant les opérateurs que les clients. C'est prendre le temps de savoir ce que les gens ont envie de vivre par la suite. Parce que je pense qu'on va sortir quand même différent de cette crise. Ça sera peut-être un changement à court terme. Vous savez, c'est souvent quand on a un gros problème de santé, on se dit je vais changer mon mode de vie. Alors ça, on le change pendant 3-4 mois et puis on se laisse reprendre par le système. Ici, il va falloir, je pense, essayer tous à notre niveau de modifier ce système et d'apporter des nouvelles solutions. Et je pense que l'imagination doit être le pouvoir et ça doit être notre apport, nous, en tant qu'experts, de pouvoir effectivement conseiller au mieux les gens et les aider à imaginer ce que sera le tourisme de demain et peut-être oublier certaines erreurs, repenser les choses et surtout ne nous précipitons pas. Je pense que ce serait une grave erreur de vouloir aller trop vite et de vouloir bouleverser les choses. Je pense qu'on n'y arrivera pas. Paul, qui s'est reconnecté de façon différente, j'ai l'impression. Voilà, qui est là. Paul, ton avis sur on réfléchit comment? Je suis d'accord avec mes prédécesseurs. Il faut arrêter. Je pense qu'avant même de réfléchir, il faut arrêter. Et la réflexion, enfin, comment dire, le danger est de faire des scénarios à n'en plus finir. Je pense qu'il faut réfléchir non pas en scénario, mais en séquence. En séquence de quel sera les décloisonnements des différents types de confinement. À quel moment le confinement sera arrêté, à quel moment on aura droit à des rassemblements de 50 personnes, 250 personnes. On va logiquement revivre à contrario, à contresens ce qu'on a vécu. Donc, réfléchir en phase, réfléchir effectivement et se nourrir de sondages et de questionnaires auprès de la population, assurément. Se nourrir de est-ce que les visiteurs, est-ce que les touristes de proximité que tout le monde a pris comme prémisse qu'ils seraient les premiers à revenir, dans quel état d'esprit sont-ils? Veulent-ils revenir? Veulent-ils revenir pour 1 jour, 3 jours, 5 jours? Veulent-ils voyager en famille? Veulent-ils voyager seuls? Et quelles seront leurs craintes? Et ça ne sert à rien de faire des scénarios, d'imaginer quelles sont les craintes, parce que c'est sûr qu'il y aura des questions de nouvelles pratiques sanitaires, par exemple, des nouveaux protocoles. Vous pouvez que dans l'hébergement, on nettoie les chambres, on désinfecte, etc. Donc, il ne faut pas penser en termes de scénario, mais effectivement de phase et de séquençage. Séquençage de à quel moment les frontières vont rouvrir, à quel moment le transport aérien sera possible. Beaucoup de gens prévoient que ce sera le tourisme d'affaires qui va débuter le premier et que les compagnies aériennes étant toutes affectées, aucune n'a les liquidités nécessaires pour se permettre de faire des grands soldes de billets et que peut-être au contraire on aurait des prix de billets d'avion stratosphériques. On ne le sait pas. Donc l'idée, ce n'est pas de faire des scénarios, mais d'imaginer quelles sont les différentes séquences, les phases, et avoir à ce moment-là pour chacun non pas des actions, mais peut-être plus des objectifs. Quel est notre objectif à la phase de la fin du confinement, comme industrie touristique, comme OGD, comme prestataire? Et ça serait ça mon conseil à cette étape-ci.
Merci Paul. Et alors, dernière fin du tour de table avec Blaise, un conseil sur comment réfléchir et vers où aller. Je suis assez d'accord avec tout ce qui a été dit par mes collègues auparavant. Je ferai juste attention je suis pas, peut-être que je suis un peu cynique ou je ne crois pas si en l'être humain, mais je ne suis pas convaincu qu'il y aura des énormes changements de pratique à moyen terme. Peut-être qu'à court terme, notamment la question de la sécurité, la question de l'hygiène, les questions aussi des restrictions aux libertés et tout ça vont faire que les pratiques touristiques seront différentes. Et dans ce sens-là, je pense que, comme a dit Paul, il faudra vraiment, vraiment écouter les envies de nos touristes de proximité, etc. Peut-être une petite chose qu'on a oublié de mentionner, c'est aussi l'envie des populations locales d'accueillir les touristes. On a vu pas mal de conflits d'usage du territoire entre les résidences secondaires, les locaux, etc. Et ça, il faudra peut-être aussi y réfléchir. Mais à moyen terme, ouais, j'ai une vision un peu moins bisounours, on va dire. Je ne suis pas certain qu'il y aura une quantité de modifications dans le comportement. Ouais, on va dire si on devait miser sur les changements profonds, je tablerais plutôt sur un changement uniquement à très long terme, on va dire, mais pas forcément des conséquences de cette crise-ci. Et un petit conseil, c'est très compliqué, c'est très présomptueux de donner un quelconque conseil, si ce n'est éventuellement pour les territoires qui sont notamment en périphérie aussi, de ne pas céder à la tentation du low cost et de ne pas commencer à brader massivement les offres et les territoires. Je pense qu'au contraire, il faudrait presque envisager de monter en gamme. Et ça rejoint aussi ce que disait François avant, quelque chose peut-être de moins, et Laurence aussi, quelque chose de moins quantitatif, de plus qualitatif, peut-être avec moins de personnes, mais surtout ne pas céder à la tentation du low cost. Merci Blaise, et c'est sur ce tour de table que nous allons conclure cette première émission de Téléfit. On a bien compris que, autant experts que nous disons, nous sommes aujourd'hui comme tous interloqués. Simplement, ce que j'ai entendu aujourd'hui, c'est de se dire qu'il faut prendre le temps de réfléchir à ce que sera l'après, parce qu'il y a d'autres priorités. Il y a énormément d'inconnus. Il y a à être vraiment à l'écoute des clients, à travailler par séquence, à se dire que les comportements vont changer. Le fil de commentaires de la page Facebook, il est fabuleux parce qu'il y a énormément de commentaires sur on va avoir envie de partir en famille, on va avoir envie d'aller au restaurant, etc. Donc tout le monde imagine, pense à des exemples, et c'est cette confrontation qui sera, je pense, extrêmement intéressante. Je pense que la meilleure proposition nous est soufflée par Nicolas Monseigne, qui propose qu'on fasse une nouvelle loi NOTRe pour réorganiser les territoires touristiques, et que ce sera peut-être la réponse à la crise, c'est #humour noir en ces temps de confinement. J'espère pour les très nombreux téléspectateurs qui étaient avec nous aujourd'hui, plus de 400, qu'au minimum, nous avons fait fonctionner notre réflexion et que ça vous a ouvert des pistes. Je ne pense pas beaucoup de réponses parce qu'il n'y en a pas beaucoup encore. Et ce n'était pas le but de cette émission, hein, c'était d'échanger aussi sur nos interrogations aux quatre coins de la planète en francophonie. La semaine prochaine, nous recommencerons une nouvelle émission avec certains intervenants d'aujourd'hui, d'autres. Nous essaierons de nous ouvrir à d'autres pays d'Afrique notamment pour voir comment ça se passe là-bas. Je pense que l'apport va être très intéressant. Et donc, mardi 14 avril, même heure, même adresse, vous allez pouvoir retrouver l'ensemble des intervenants. Merci à tous. Merci. Merci. À bientôt. Bien. Salut. Et merci à Denis Genevois qui était à la technique. Il faut toujours remercier l'équipe technique à la fin d'une émission. Merci à vous, bonne fin de journée et à mardi prochain. Ciao. Ha! Yeah, yeah. Yippee, yo, j'ai de la place en masse dans mon jacuzzi. Voulez-vous venir dans mon jacuzzi? Y'a de la place en masse dans mon jacuzzi.